Emmanuel Geland est professeur à l'école de droit de la Sorbonne. Il est directeur de l'Institut de recherche juridique de la Sorbonne, co-directeur du Master 2 Justice et procès et cofondateur de l'atelier de recherche Ouvroir de droit potentiel. Dans le cadre de ces entretiens, l'école de droit d'Orléans le rencontre à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Emmanuel Geland, vous avez élaboré une théorie des liens de droit à la fois ancrée dans la technique juridique et empreinte d'une grande originalité. Après votre article fondateur, L'énigme du lien de droit, paru à la revue trimestrielle du droit civil, vous avez souligné, notamment dans différents travaux, l'existence d'au moins 10 sortes de liens de droit. Lien contractuel, lien de filiation, lien conjugal, lien de parenté, lien de nationalité, lien d'instance et d'autres. Dans votre essai « La fable du ricochet », paru aux éditions Marie-Martin, récompensé par le prix Olivier de Bouzy, vous démontrez que les liens de parole sont des liens de droit et vous soulignez l'importance du lien juridique en tant qu'élément structurant l'individu, le groupe et la société. Cette vision du lien de droit, vous l'avez approfondie, notamment dans un livre que vous avez co-dirigé, Les nouveaux rapports de droit, ou encore dans votre ouvrage récent, Théorie relationniste du droit, paru à la LGDJ en 2016. Alors, pourriez-vous dire aux étudiants, aux chercheurs, qui ont le plaisir de vous écouter aujourd'hui, comment vous entendez le lien de droit? Qu'est-ce que signifie le lien de droit? Et puis, est-ce que vous distinguez le lien du droit, du rapport de droit ou encore de la relation juridique? Merci beaucoup pour cette question. C'est une réflexion que j'ai menée en droit processuel sur un terrain donc très technique, mais au fil du temps, j'ai quand même conservé une définition qui est assez ouverte, assez large, assez transdisciplinaire aussi, puisqu'il me semble qu'un lien de droit, c'est un espace symbolique entre deux ou plusieurs personnes aspirant à l'autonomie, impliquant un tiers désintéressé, qui peut être un juge, un notaire, parfois l'État, et même une quatrième personne qui est en position de témoin. Alors le terme de symbolique est ici assez précis. Il correspond au fait que traditionnellement et depuis fort longtemps, les traités, les contrats donnent lieu à des moments symboliques, à un tas de pierres, un objet coupé en deux. Et le mot symbole vient de symbolone, qui était justement un objet coupé en deux dans les traités, dans les contrats. Évidemment, cet espace symbolique est devenu de plus en plus abstrait, au point d'être aujourd'hui purement langagier, composé de documents, mais il s'est réinventé toujours comme étant un dispositif symbolique équivalent au symbole d'origine. Alors sur la deuxième partie de votre question, qui est la distinction entre lien de droit, rapport de droit et relations juridiques, je crois qu'elle est très importante parce qu'elle permet de mieux comprendre de quoi l'on parle. Le lien de droit est généralement un lien plutôt extra-patrimonial, un lien personnel. C'est le lien de filiation, c'est le lien conjugal, c'est le lien d'instance d'ailleurs dans le procès, alors que le rapport de droit est plus patrimonial. Il est utilisé pour le rapport d'obligation, le rapport contractuel, même si on peut aussi parler du lien contractuel. Les mots ne sont pas si stabilisés que ça. Alors que la relation juridique elle-même, elle relève plutôt du fait, elle est très proche du fait, c'est la relation commerciale, la relation d'affaires, voire aujourd'hui la relation numérique. Dans la mouvance de l'Oulipo, donc l'ouvroir de littérature potentielle, vous vous êtes livré à une démarche également originale. À Paris 1, aux 4 rue Valette, donc dans l'Institut de recherche juridique de la Sorbonne, dont vous êtes le directeur, vous avez créé un atelier, alors très inventif, très intriguant, intitulé l'Oudropo, donc l'ouvroir de droit potentiel. C'est un atelier de créativité juridique dans lequel vous êtes plusieurs à créer du droit. Alors, la question qui me vient est la suivante. Comment cette idée vous est venue et quel est précisément l'objet de cet atelier? Et enfin, qu'entendez-vous par droit potentiel? S'agit-il de droit prospectif ou encore de droit en émergence ou encore autre chose? Déjà, je voudrais souligner qu'il y a une relation entre la réflexion que je mène sur le relationnisme, la théorie relationniste du droit, et l'Oudropo, qui est un lieu de débat, de discussion pour créer du droit ensemble, en coopération. L'idée m'est venue d'un thésard, en réalité, qui m'a parlé de l'Oulipo et il m'a dit qu'il y avait des OUXPO, c'est-à-dire des applications de l'Oulipo, qui est l'ouvroir de littérature potentielle, qui existe depuis 1960, qui avait été créé par Queneau et Le Lyonnais. Alors les OUXPO, c'est par exemple en matière de bande dessinée, en matière d'architecture.
Et puis une nuit, je me suis dit, mais ça donnerait quoi l'acronyme si on voulait l'appliquer au droit? Et je suis très vite tombé sur OUDROPO, ouvroir de droit potentiel. Il y a 4 ans, on a commencé à le créer dans le cadre d'un séminaire doctoral de théorie du droit, justement, là encore une relation, et on a essayé de créer du droit à partir de contraintes. Des contraintes d'interprétation, on transforme une règle de droit avec ses antonymes, avec ses synonymes, etc. Mais aussi des contraintes de composition, c'est-à-dire on peut créer des concepts. On a créé le concept de fantôme en droit, de coïncidence juridique, de confins du droit, des choses comme ça. Un certain nombre de concepts qu'on réunit sur notre site internet, oudropo.com, qui propose tout un lexique de notions dont on vérifie bien qu'elles ne sont dans aucun dictionnaire juridique. J'en profite pour ajouter que dans le mot relation juridique, dans le terme de relation, il y a 2 sens, qui est un sens de rapport entre les humains, mais aussi un sens de raconter. On fait la relation de quelque chose, ou on fait un rapport de quelque chose. Et donc, dans ce double sens, il y a, je crois, à mettre en perspective les relations juridiques d'une part, et cette utilisation qu'on fait droit et littérature dans notre atelier Oudropo. Vous avez récemment écrit un article intitulé « Le juge et l'émotion ». Alors, effectivement, la place de l'émotion dans le droit est une question délicate, difficile, mais elle est essentielle car, effectivement, le professionnel du droit, les juristes, ne sont évidemment pas transparents à eux-mêmes et ne sont pas dénués d'émotions, ils sont même traversés par des émotions. Alors, quelle place pensez-vous que le droit peut accorder aujourd'hui à l'émotion? Il y a un mouvement aux États-Unis qui s'appelle Droit et émotion depuis une quinzaine d'années qui a travaillé la question, mais en common law, c'est probablement plus facile, parce que le juge utilise un peu tout pour faire ses jugements, il a beaucoup de marge de manœuvre, il peut utiliser la morale, les normes juridiques, mais aussi éventuellement ses émotions, notamment dans une approche de réalisme juridique à l'américaine. En droit français et en civil law, c'est beaucoup plus complexe puisqu'on est censé appliquer purement et simplement des règles de droit et se mettre à distance des émotions. On apprend à un jeune magistrat à être toujours à distance de ses émotions. Alors évidemment, aujourd'hui, on s'aperçoit avec les neurosciences que ça ne tient plus, on ne peut pas se mettre à distance de ses émotions, et au contraire, on a besoin des émotions pour fabriquer un jugement qui soit correct. Il ne suffit pas d'avoir un bon raisonnement juridique, il faut y intégrer les émotions. Il faut, je crois, commencer une réflexion sur ce domaine. Je n'ai fait, à mon avis, qu'écrire un article pour ouvrir le débat. Je sais que par ailleurs, il y a des sessions ENM sur la question de la psychologie et du droit. Je crois que c'est quelque chose qui est en travail en ce moment. Toujours à mettre en relation à la fois avec le relationnisme et l'oudropo, puisque qui dit relations juridiques, qui sont des constructions symboliques, dit aussi émotions, qui prennent en compte les émotions, et je crois qu'on peut combiner une théorie du droit fondée sur les relations juridiques et une théorie du droit fondée sur les émotions notamment. Et maintenant, y a-t-il une idée, un point de vue que vous aimeriez partager? Dans mes recherches récentes, il est aussi question de la nature. Comment est-ce qu'on peut intégrer la nature dans les rapports juridiques, dans les espaces symboliques? Il y a une antinomie, puisque les éléments de la nature, les animaux, les arbres, ne peuvent pas accéder au symbolique. Donc il y a des réflexions qui sont menées tous azimuts sur les droits des êtres naturels. Je crois aussi qu'on peut les voir sous l'angle du droit processuel et de permettre notamment de mettre en place des outils qui permettent non pas forcément une représentation des êtres naturels puisqu'ils ne peuvent pas être partis, ça supposerait qu'ils soient partis, mais peut-être des éléments de substitution où une association pourrait se substituer à certains animaux en voie de disparition pour agir en justice. Là encore, c'est lié à tout cet ensemble de travaux que j'essaie de mener avec l'atelier Oudropo et donc mes collègues et les doctorants qui travaillent autour de ces idées-là. Voilà un passionnant champ d'exploration. Merci Emmanuel Delon. Merci Nathalie Dion.